Mes chers amis, bonjour. Aujourd'hui, on va parler d'un huis clos en 1913 qui tourne au drame. C'est l'affaire Rachunek. Comme vous le savez, les archives de la police, de la justice sont librement consultables au bout de 70 ans. Donc qu'est-ce que je fais? Je vais aux archives départementales de la Haute-Garonne, fouiller dans des affaires et puis après je vous présente le résultat de mes travaux. Le 26 janvier 1913, un ouvrier autrichien du nom de Vincent Rachunek, qui a 29 ans, se présente au commissariat de Toulouse au petit matin. Il explique qu'il y a eu un drame d'apparence calme, mais en fait, il y a quelque chose qui le travaille profondément et il vient se constituer prisonnier. Il avoue avoir provoqué la mort, sans intention de la donner, de sa logeuse, Madame Hélène Pereux-Vidal. Il raconte qu'il y a eu une altercation entre eux la nuit précédente et ça a mal tourné. Sur des affaires financières, une histoire de sous. Et lui, il aurait tenté de faire taire Hélène Pereux-Vidal, qui s'était affolée, en lui mettant la main sur la bouche pour qu'elle ne crie pas, quoi. Donc c'était un geste juste pour contrôler la situation, mais bon, il a dû appuyer un petit peu trop fort, parce qu'elle est morte en fait. Et il explique que le corps d'Hélène Pereux-Vidal, maintenant, il repose dans sa chambre, sur le lit. Il faut se remettre dans le contexte de l'époque, 1913, on est à la fin de la belle époque, l'Europe connaît des grandes transformations industrielles et on a des ouvriers qui parcourent comme ça de pays en pays pour trouver un travail. C'est le cas de Vincent Rachunek, lui c'est donc un Autrichien de 29 ans, mais à la même époque vous avez des Espagnols, des Italiens qui vont de ville en ville et Rachunek, il est arrivé de Paris et puis il est arrivé à Toulouse en 1911 et là il a fait des petits boulots, il a travaillé dans l'horticulture, dans le bâtiment. Et pour ces travailleurs, les conditions de vie sont toujours précaires. Évidemment, ils ne peuvent pas être propriétaires, mais tout ce qu'ils peuvent faire éventuellement, c'est louer une chambre dans un appartement plus grand. Donc on a des appartements, des garnis là, plus ou moins modestes, plus ou moins insalubres, au centre-ville de Toulouse. Et Rachunek, il habite dans une chambre. On a le plan de cet appartement qui est au 17 rue Sainte-Ursule. Chambre qui est proposée à la location par une certaine Hélène Pereux-Vidal. Hélène Pereux-Vidal met à la location l'appartement, chambre par chambre, c'est la coloc de l'époque. Donc ces garnis offrent très peu de confort, ils sont insalubres, on entend tout d'une pièce sur l'autre. Et Hélène Pereux-Vidal, elle-même, elle n'est pas propriétaire, elle est locataire et elle fait de la sous-location. Et donc elle est dépendante de ses sous-locataires pour réussir à vivre quand bien que mal. Alors qui est-elle, Hélène Pereux-Vidal? C'est une femme qui n'a pas de mari, qui n'a pas d'enfant, et qui pour l'époque est vieille, elle a 45 ans. Donc 45 ans, pas de mari, pas d'enfant, ce n'est pas une situation enviable. Elle est donc en dépendance économique de ses locataires et tout ce qu'elle a, c'est du mobilier qu'elle a mis dans cet appartement, ce vaste appartement, il fait 150 mètres carrés, rue Sainte-Ursule. Alors comme elle s'en sort pas bien, Hélène Pereux-Vidal, quelques mois auparavant, elle a demandé à Rachunek, en plus du loyer, est-ce qu'il ne pourrait pas lui faire un prêt. Alors Rachunek, il n'a pas le sou, mais il a un cousin qui est resté en Autriche, à Vienne, qui peut lui prêter 900 francs. 900 francs, c'est considérable, hein,
Pensez que pour un ouvrier, à l'époque, on gagnait 5-6 francs. Donc 900 francs, c'est beaucoup. Eh bien, Rachunek, il est intègre, il a le cœur sur la main, il est honnête, il dit bah ok, si ça va vous aider, j'ai confiance en vous, je vous prête 900 francs, mais bien sûr, il faudra me les rendre, parce que moi-même, il faudra que je rembourse mon cousin à Vienne. Sauf que ce geste de solidarité va induire une dépendance réciproque, puisqu'il va falloir que Hélène, elle rembourse à un moment donné. Et le problème, c'est qu'Hélène Perrevidal, eh bien, elle rembourse pas son argent, elle le dépense, elle le mange, tant et si bien que, au bout de quelques mois, à nouveau, elle n'a plus d'argent. Alors, comme son seul bien, ce sont ses meubles, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle passe une annonce et elle trouve quelqu'un qui veut bien lui acheter l'ensemble de son mobilier pour 2100 francs. Et alors, Rachunek, il apprend cette information par des bruits de couloir dans l'appartement et il se dit, bah, si Hélène Perrevidal récupère 2100 francs, elle va me rendre mes 900 francs et moi je vais rembourser mon cousin et tout le monde sera ok. Et ce sera bien, ça finira bien. Et donc le soir, il va voir Hélène Perrevidal et puis il lui dit bah, il faut me rendre mon argent avec l'argent de l'immobilier. Et là, il se passe un truc. C'est qu'Hélène Perrevidal, au lieu de lui rendre l'argent, elle lui dit bah, si je vous rends votre argent, vous allez le claquer en boisson, tout ça, c'est pas bien. Moi, je vous propose, soit je vous rends rien du tout, et de toute façon vous êtes un travailleur étranger, donc vous n'avez pas trop moyen de récupérer votre bien, soit vous m'épousez. Et là, vous récupérez votre argent. Et oui, parce que Rachunek, c'est le beau gosse, costaud, 29 ans et tout, alors que Hélène Perrevidal, c'est la vieille 45 ans. Alors évidemment, Rachunek, il tombe un peu des nues, et mais non, je veux pas vous épouser. D'ailleurs, j'ai déjà une petite amie, je fréquente la petite bonne du bout de la rue, ça m'intéresse pas. Moi, je veux récupérer mon argent. Alors, suite à ça, ben, ça débouche sur rien, et Rachunek rentre dans sa chambre, et puis, mais j'en reviens pas, Elle va me le rendre mon argent ou pas? Puis il cogite, et puis il décide le soir, encore plus tard dans la soirée, d'y retourner. Alors ça, c'est ce qu'il dit dans ses déclarations à la police. Il tente de négocier. Il dit, bon, si vous voulez pas me rendre les 900 francs, au moins, rendez-moi 300 francs. Et là, Hélène Perrevidal lui dit, non, 0 ou le mariage. Et alors là, Rachunek, il déclare que y a une dispute qui est arrivée. Hélène Vidal, elle a commencé à crier, et lui, il a paniqué, il lui a mis la main sur la bouche pour éviter le scandale. Parce que si elle crie, les autres locataires vont entendre, et puis après, ils vont la méjuger, Hélène Perrevidal. Donc, il va mieux éviter le scandale, et puis, voilà, il a essayé de la faire taire. Et puis, il déclare qu'après, il est rentré dans sa chambre, simplement le petit matin arrivé, là, quand il y avait le laitier, il s'est dit, je devrais retrouver ma propriétaire normalement dans la cuisine, et à l'heure du laitier, il n'y a pas la propriétaire, et c'est là qu'il comprend que, mince, j'ai dû appuyer un peu trop fort sur la bouche, peut-être, et donc il décide d'aller au commissariat se porter prisonnier. Il dit, c'est un accident. Alors les enquêteurs, qu'est-ce qu'ils font? Immédiatement, ils se rendent dans l'appartement du 17 rue Sainte-Ursule, et puis ils voient, donc c'est un grand appartement très sombre, il y a quelques fenêtres sur cour et d'autres sur la rue, et ils voient que tout est rangé, tout est calme, et puis ils arrivent dans la chambre d'Hélène Perrevidal, c'est la plus petite chambre, une pièce aveugle, et puis ils voient Hélène Perrevidal, elle est sur le lit, étendue sur le dos, et ils voient que il y a un drap qui recouvre son visage. Alors, ils sont un peu étonnés parce qu'il n'y a pas de traces de lutte, il n'y a pas d'objet renversé, il ne semble pas y avoir les traces d'une dispute, il y a juste le corps allongé d'Hélène Perrevidal avec ce drap, et sur le drap, il y a des taches de sang. Et le drap, sinon, il est soigneusement posé sur le visage d'Hélène Perrevidal. Alors, ils comprennent pas trop bien, les enquêteurs, ils vont interroger
les habitants des autres chambres, lesquels déclarent que non, ce soir-là, ils étaient là, mais ils n'ont rien entendu de particulier. Pas de bruit de lutte, pas de bruit de dispute. Alors là, les enquêteurs, ils commencent à se dire, est-ce qu'on ne nous prendrait pas un peu pour des andouilles? On nous parle d'une dispute qui a mal tourné, mais on n'entend rien, et il n'y a pas l'objet renversé. Par contre, on retrouve un drap avec du sang et le corps bien positionné. Est-ce que c'est bien un accident? Est-ce qu'on n'a pas affaire à un homicide? Qui plus est, un homicide volontaire, voire prémédité, sur fond de problèmes financiers. On a un mobile très clair, récupérer l'argent. Également, le chantage émotionnel. On peut imaginer effectivement que ça a pu jouer cette histoire de mariage. Ils se disent que l'appartement il est exigu, les bruits, on devrait les entendre. Et puis il y a une autre chose qui les interpelle, c'est que tout est rangé dans la chambre d'Hélène Perrevidal, tout est rangé dans la chambre de Rachunek, et plus que ça, il y a des colis qui sont préparés, tout est rangé comme si l'un comme l'autre voulait finalement partir. Alors, il y a plusieurs hypothèses qui se font. Ils se disent, soit Hélène Perrevidal, elle a vendu tous les meubles pour partir avec les 2100 francs, et ils retrouvent une note de l'acheteuse comme quoi elle s'engage à payer 2100 francs pour acheter tous les meubles, donc ils sont certains que les meubles vont être vendus. Ils se disent, peut-être que Hélène Perrevidal, elle vend ses meubles, et après elle disparaît avec le magot, elle ne doit plus rien à personne. Ou alors, hypothèse meurtre, Rachunek, sentant que Hélène Perrevidal va partir avec l'argent, décide de la tuer pour récupérer son dû, c'est le mobile, et lui-même il a fait des paquets pour disparaître à son tour. Puis on regarde plus précisément l'état du corps, il y a les traces de sang, il y a aussi une morsure sur les lèvres d'Hélène Perrevidal, et là on comprend qu'elle a essayé sans doute de résister. Et puis il y a des ecchymoses, il y a des bleus. Ce qu'il voit aussi, c'est qu'il y a des traces de frottement sur la bouche, et là il se dit, ça, c'est pas la main qui a frotté, là c'est un linge, probablement le drap. Et Rachunek ne nous a pas parlé du drap. Et en fait, il commence à se dire, en fait, elle a été étouffée avec le drap. Elle a été étouffée avec le drap, c'est pas juste un accident, c'est pas possible cette affaire-là. Et les légistes arrivent, et les légistes disent, oui, elle est morte par asphyxie, mais c'est pas juste imposer une main comme ça qui a pu provoquer la mort. Il y a clairement eu une obstruction des voies nasales, buccales. Il y a des bleus. Probablement, elle a été étouffée avec le linge, quoi. Et ça, les enquêteurs, ils disent, ça colle avec le fait que les autres voisins n'aient rien entendu. Rachunek, il est arrivé avec le linge, il l'a étouffé et il a posé le cadavre sur le lit. Les enquêteurs et le commissaire, il s'appelle le commissaire Carole, vont interroger un peu plus les voisins. Alors d'abord, il y a Madame Abella, la voisine. Ce qu'elle dit, c'est oui, mais Hélène Perrevidal, c'est une femme dure, c'est une femme autoritaire. Ça me semble cohérent qu'elle ait menacé éventuellement de ne pas rendre son argent à Rachunek. Et Rachunek, c'est le bon gars, travailleur, honnête, qui vient bosser. Le gars un peu costaud, certes, mais voilà, il n'a pas un mauvais fond, quoi, c'est le bon gars. Elle se souvient, Madame Abella, d'avoir vu une certaine intimité entre Hélène Perrevidal et Rachunek, et elle se rappelle une scène où Rachunek a supplié Hélène Perrevidal de lui rendre son argent, et l'autre lui a fait non, et puis voyant qu'Abella était témoin de cette affaire, elle dit, Abella, ce qui s'est passé, là, vous oubliez, il ne s'est rien passé, d'accord? À part ça, Abella, elle dit, il n'y a pas eu de violence particulière dans leur relation. Ensuite, ils vont voir la concierge, Madame Einchen, et Einchen, elle dit, oui, je me souviens que Rachunek réclamait son argent, que l'autre refusait de lui rendre son argent, et Rachunek, c'est un gars calme, réservé, tout ce que je peux vous dire. Donc il y a un consensus pour dire que Hélène Perrevidal, c'est une femme autoritaire, une femme manipulatrice,
une femme dure, et c'est bien probable qu'elle a cherché à manipuler Rachunek. Et Rachunek, on apprend qu'il avait une petite amie, il sortait avec la petite boniche du bout de la rue, et que il n'avait rien à faire de se marier avec Hélène Perreux-Vidal. Alors les enquêteurs vont interroger la petite boniche qui a dit oui, moi j'avais dit à mon copain de quitter cet appartement, que ça puait cette affaire-là, et il valait mieux qu'il parte avec moi puisqu'on se fréquentait déjà et qu'on commence à se rapprocher un peu plus. Alors ils n'étaient pas mariés, hein, peut-être pas habiter ensemble à ce moment-là, mais au moins se rapprocher un peu plus. Et dit-elle, ça explique pourquoi Rachunek il avait commencé à faire ses paquets. C'est qu'il n'habitait plus ici. Au final, les enquêteurs font le bilan, ils se disent, bon, on a trouvé un appartement propre, il n'y a pas de traces de panique, personne n'a rien entendu. En revanche, il y a des ecchymoses, il y a des traces de sang, le corps, il repose sur le lit et non pas par terre comme après une lutte, il a été bien installé avec le drap. Donc ils disent, là, il y a eu un meurtre, clairement. C'est pas juste un accident qui a mal tourné, c'est un homicide. Et probablement un homicide prémédité pour des questions financières. Et à l'époque, un assassinat, c'est peine de mort, quoi, c'est guillotine. Les légistes sont très clairs, la version de Rachunek, elle tient pas. Vu les ecchymoses, vu les frottements sur le nez, vu le sang, ça peut pas être juste qu'il a essayé de la faire taire. Ça, c'est pas possible. Il y a eu une pression méthodique et ça évoque la préméditation. Et puis on peut comprendre que psychologiquement, Rachunek s'est senti trahi par Hélène Perreux-Vidal qui ne refuse catégoriquement de lui rendre son argent, et puis par ce chantage au mariage. Alors finalement, il y a le procès, on est en 1913, les délais de la justice sont rapides. Et la question qui est posée aux jurés, c'est y a-t-il eu un homicide avec préméditation, ou bien est-ce un accident, un homicide involontaire? Et là, les légistes exposent leurs conclusions. Simplement, on se met dans le contexte de l'époque, la lutte sur les questions de violence faites aux femmes, c'est pas tout à fait au goût du jour. Et donc, qu'est-ce qu'ils font les jurés? Les jurés qui sont tous des hommes, puisque les femmes n'ont pas le droit de vote, donc n'ont pas le droit non plus d'être jurés aux assises. Eh bien, les jurés, et on retrouve ça dans vos archives, qu'est-ce qu'ils disent? Non, il n'y a pas préméditation. Il n'y a pas du tout préméditation, c'est pas un assassinat. Il n'y a pas eu homicide non plus. Il n'y a même pas eu accident, en fait. Hélène Perreux-Vidal, pendant la nuit, on ne sait pas, elle s'est étouffée elle-même avec son propre drap. C'est même pas un homicide involontaire. Par conséquent, Rachunek, qui est le bon gars, travailleur, qui prête de l'argent, intègre, il est acquitté. Il est acquitté. Et il continuera sa vie jusqu'en 1945. J'ai retrouvé trace de lui. Il décédera en 1945. Voilà, si ça vous a intéressé, c'est une nouvelle chaîne. J'ai besoin que vous likez, vous abonnez et vous me laissez des commentaires. Merci.